Le poids politique des anglophones l'a fait élire en 70 et 73 et l'a fait perdre en 76. Bienvenue à Mémoire de député. Bonjour, M. Faneuf. Bonjour. M. Faneuf, à l'automne 73, M. Bourassa a déclenché des élections. C'était votre deuxième élection générale. Elle devait être plus facile que la première, encore. Mieux organisée, c'est sûr, parce que la première, je n'étais pas structuré, puis j'avais rien. Alors, grâce à Pierre Lamarche, j'ai réussi à gagner l'élection, puis à avoir tout ce qu'il fallait pour la gagner aussi. Mais en 73, j'étais mieux organisé. Pierre Lamarche est encore là, de toute façon. Et ma femme était plus impliquée aussi au niveau du bureau, de l'organisation. Ma femme est très structurée en politique, d'ailleurs. Elle n'aime pas faire de la politique, mais elle aimait bien s'occuper du bureau. Alors, en 73, sûr, ça a été encore facile, excepté que, comme ministre, tu es obligé d'aller à l'extérieur de ton comté, faire des discours, etc., chose que j'ai faite. Mais prendre des avions pour aller à Rouyn-Noranda, un petit avion, là, 2 moteurs, hein? Puis il y a une tempête épouvantable, puis tu atterris dans un champ où il y a des trucs là, que tu voyais sur les chemins autrefois, des boules noires allumées, là. Puis c'était comme ça qu'on atterrissait, tu sais. Je t'avoue que même si j'ai été militaire, puis j'ai été dans l'Air Force, je trouvais des fois, j'étais dans mes petits souliers. C'est le moins que je puisse dire. L'aventure. L'aventure, c'était de l'aventure. Et en plus, je ne suis pas un gars, j'aime faire des discours sur des sujets que je connais bien. Mais faire des discours sur des trucs comme les finances de la province, je m'excuse, c'est pas mon bague. Je laissais ça à Garneau, puis je laissais ça à d'autres qui étaient pas mieux férus que moi dans ces domaines-là. Mais par contre, quand on pouvait parler de la jeunesse, des loisirs et des sports, ça, je l'ai fait. Puis je l'ai fait avec beaucoup de facilité, je dois dire. Un député en place, ça prend des engagements, ça fait des promesses électorales. Vous, qu'est-ce que vous avez promis? J'ai jamais fait de promesse. Ah non? Non. J'ai toujours promis de travailler le lendemain de mon élection si j'étais élu. Et c'est la seule promesse que je vais vous faire. Et c'est une promesse que j'ai tenue. J'ai travaillé, puis j'ai travaillé très fort, d'ailleurs, en politique. On ne devient pas adjoint parlementaire, on ne devient pas ministre parce qu'on est assis sur un banc à rien faire. Je ne dis pas, il y a eu beaucoup de backbenchers qui n'ont pas été nommés ministres, ça ne veut pas dire qu'ils ne le méritaient pas. Non, ça, c'est pas vrai. Je veux dire, moi, j'avais l'avantage d'avoir une originalité qui était le sport et le loisir, dans lequel j'étais très à l'aise et que je connaissais bien. Ça m'a avantagé, bien sûr, à devenir ministre. Et ça, je ne m'en cache pas. Mais pour le reste, j'ai connu de mes collègues qui étaient de brillants collègues qui auraient pu le devenir aussi. Vous avez gagné votre élection assez facilement, mais vous n'avez pas pris de vacances parce que tout de suite après, on vous demande... J'ai reçu un téléphone de Gérard Lévesque, je n'oublierai jamais, me disant, Paul, il y a une délégation canadienne pour les ministres de la jeunesse des pays d'expression française. Ça regroupe 24 pays. Et tu es l'heureux choisi pour présider la délégation canadienne. Alors, Pierre Debaney était membre de cette commission-là, etc. Donc, 3 jours après l'élection, comme nouveau ministre, parce que Robert m'a confirmé que je redevenais ministre, et je suis parti pour Abidjan. Et je me suis réveillé à Abidjan, en Afrique, sans aucune espèce de préparation. Et j'ai assisté à la première conférence de ma vie des ministres de la jeunesse des pays d'expression française à Abidjan. Ce fut pour moi un choc culturel, je dois vous avouer, parce que l'Afrique noire, c'est quelque chose. Et j'ai quand même développé beaucoup d'amitié là-bas, et beaucoup d'amitié avec certaines personnes qui étaient membres de cette délégation-là. Et je suis devenu d'ailleurs par la suite président de la conférence des ministres de la jeunesse avec un bureau à Dakar et un secrétaire qui s'appelait Amadou Laminba. Alors, vous avez une bonne mémoire. Oui, oui, en effet, j'ai une bonne mémoire. Là, ça m'a toujours stressé. Ma mère m'a toujours dit que j'étais paresseux à l'école parce que j'avais trop de mémoire. La veille d'un examen, j'étudiais, puis j'avais beaucoup de facilité. Vous dites que M. Bourassa vous a reconduit dans les mêmes fonctions. Est-ce que là, les Olympiques s'en venaient? Aviez-vous plus de moyens, plus de budget au commissariat? J'avais plus de budget, mais j'y allais étape par étape.
J'avais bien dit à Raymond Garneau, à Robert Bourassa, que de toute façon, je voulais qu'on y aille. C'est pas parce qu'il y avait des millions qui entraient à l'Auto-Québec qu'il fallait qu'on aille des millions. On était pour faire des études, on était pour regarder ce qu'il fallait faire, puis il fallait répondre aux besoins de plus en plus. Et ce qu'on a fait, de 24 à 42 millions, c'est quand même une croissance pour le loisir et le sport, à l'époque quand même. Aujourd'hui, je n'ai aucune idée où on en est rendu. C'est toujours au ministère de l'Éducation, de toute façon, puis on n'a pas encore créé un ministère. Puis en tout cas, moi, j'en voyais pas le besoin. Et je ne suis pas certain qu'on a encore un besoin de créer un véritable ministère des Sports. Et pourtant, l'idée était là. Oui, à votre l'idée époque. était là, pour toutes sortes de raisons. Il y a des raisons que je n'énumérerai pas. Mais ceux qui en ont vu le besoin, en tout cas, moi, j'en ai pas vu le besoin. Et je me suis senti très à l'aise dans les structures dans lesquelles j'ai travaillé pour bâtir ce que je voulais bâtir. Et encore aujourd'hui, je pense que, si on regarde les résultats, hein, à Pékin, on a quand même eu des résultats dans le monde de l'aviron qu'on n'a jamais eu avant. Puis on a eu des résultats extraordinaires à Vancouver récemment aussi. On a eu plus de médailles d'or que les Américains. C'est peu dire quand même. Mm-hmm. On est rendu là, au Canada. Mais bien que je suis encore très Canadien, moi. Alors, je ne me gêne pas pour parler de mon pays. À l'époque aussi, 1974, il n'y avait pas l'idée de créer un ministère des loisirs et de récupérer toute forme de loisirs, ce qui a choqué un peu votre collègue Denis Hardy. Denis et moi, on n'était pas sur la même longueur d'ordre dans ce domaine-là. Je le comprends. Il y avait aussi son ministère, et qui a très bien dirigé, qui a fait un excellent travail. Et j'ai participé avec lui à certaines décisions, dont une avec, j'ai une photo d'ailleurs que j'ai donnée, avec Denis Hardy, Jean-Paul Lallier et Paul Faneuf, sur un territoire qui est devenu un parc provincial, à l'île Perrot, où il y a l'ancien moulin là, qui a été reconstruit, refait depuis, qui est merveilleux. Et c'est là que ça a été décidé. Comme un jour, je suis arrivé de Montebello et j'ai vu le château Montebello, dans lequel j'ai habité, et j'ai vu le manoir de Papineau à Montebello qui était en désuétude. C'était incroyable. Là, j'ai été choqué, mais j'ai dit, ça n'a pas de bon sens. Il y a une partie de l'histoire du Québec qui est là, avec Papineau, les Patriotes, tout le bazar. Mm-hmm. Et j'en ai fait part à Denis Hardy. Et peu de temps après, d'ailleurs, il a été rénové, puis le manoir de Papineau à Montebello est à visiter, c'est merveilleux. C'est quand même, ça fait partie du patrimoine. Alors, j'ai découvert des choses. Donc, je n'ai pas eu que des discussions négatives avec Denis Hardy. Mais avec M. Hardy, c'était la façon de départager toutes les formes de loisirs. Et ça, c'est pas simple. Et ça, c'est pas facile. C'est pas encore facile en 2010, soit dit en passant. C'est quoi un loisir sportif, un loisir culturel? Il y a du loisir, point. Moi, je peins. Bon. Je fais des tableaux depuis 16 ans. C'est mon loisir. Est-ce que je dois relever d'un ministère parce que j'ai un loisir? Est-ce que ça serait le ministère des Affaires culturelles ou juste strictement le département des loisirs? Mm-hmm. C'est un loisir, c'est tout. Alors, pour moi, c'est difficile à définir, puis je ne veux pas le définir parce qu'aujourd'hui, je laisse ça à ceux qui ont les responsabilités de définir des choses. Dans le second mandat de M. Bourassa, 73-76, le gouvernement légifère sur un sujet très délicat, la langue française, ouais. Langue officielle, le fameux projet de loi 22. Et ça a choqué les anglophones en particulier. Et vous l'avez ressenti dans votre... Pour plusieurs raisons. Moi, je suis né d'un père américain qui baragouinait le français. Un beau chaise, un beau table, un beau banane, papa disait. Ma mère était québécoise, de Saint-Hyacinthe, puriste de la langue. Si j'ai bien appris le français, c'est grâce à ma mère. D'ailleurs, mon père est décédé, j'avais 10 ans. Alors, il n'y a pas eu une influence terrible sur moi, excepté que je garde un respect. C'est un homme d'affaires extraordinaire. Mais la loi 22 m'a fatigué énormément parce que quand on prend le temps de l'analyser, je perdais comme Canadien français des droits. Mes facilités d'avoir le choix d'envoyer mes enfants à l'école anglaise, à l'école française, il y avait des abnégations dans cette loi-là aussi pour moi. C'était pas justement les anglophones. Les anglophones n'ont pas compris ça. J'ai tenté de leur expliquer. Je voulais rien savoir, je ne voulais pas comprendre de toute façon. Mais tant qu'à moi, la loi était nécessaire. Elle était politiquement non rentable.
C'était un désastre politique. C'est ce qui a causé notre perte. Puis je ne peux pas en vouloir à quiconque qui ont mal compris la loi. Je dis bien mal compris la loi. Parce que je fais une nuance sur la compréhension ou la manque de compréhension de cette loi-là, qui n'était pas si dangereuse que ça pour personne. Mais c'est toujours délicat pour un gouvernement de légiférer sur la langue. C'est un sujet... 76 nous l'a prouvé. C'est indéniable. Les Olympiques approchaient. Là, le déficit appréhendé se confirmait. Finalement, c'est la création de la Régie des installations olympiques. Le gouvernement enlève quand même un gros pouvoir à M. Drapeau, maire de Montréal. Avez-vous trouvé ça injuste pour lui? Pas vraiment, parce que je pense qu'il était... M. Drapeau, c'était un homme compréhensif. Je pense qu'il a commencé à comprendre qu'il y avait des grandes difficultés avec le stade, la construction du stade, avec le financement, etc. Et malgré qu'il avait dit que les Olympiques étaient donnés à une ville, non pas à une province ni à un pays, et ce qui est vrai, par contre, c'était devenu hors proportion. Et une chance qu'on a eu Claude Rouleau pour mener à bon port les Olympiques de 1976. Il a vu à la construction. Et finalement, moi, j'ai assisté à l'ouverture des Jeux avec beaucoup d'émotion. Ça a été une ouverture grandiose. D'ailleurs, Drapeau a reçu l'acclamation extraordinaire, plus que n'importe qui. C'est pas Lord Kinnanen qui a reçu l'acclamation. C'est Jean Drapeau, qui était le père des Olympiques de 1976, malgré toutes les difficultés qu'on a pu avoir. Moi, je pourrais bien faire des remarques sur Talibert, mais je trouve que c'est un des beaux stades au monde, et j'en ai vu plusieurs parce que j'ai voyagé énormément. C'est un des beaux stades. Encore aujourd'hui, quand je regarde la photo du stade avec la colonne, la tour inclinée, etc., c'est un bijou. C'est sûr que c'est un bijou. Et j'ai un neveu américain, moi, qui est venu faire un tour à Montréal il y a quelques années, puis qui me dit « Peux-tu aller voir votre stade? » C'est devenu vraiment quelque chose d'important pour eux autres. Un attrait touristique. Oui, puis depuis, il est marié, puis il est père de famille, etc. Mais c'est un atout touristique. Donc, je l'ai amené manger, puis ensuite, je l'ai amené voir le stade. Il a trouvé ça extraordinaire. Et c'est vraiment un truc extraordinaire. Malheureusement, on n'a pas su en faire vraiment ce qu'on devrait en faire. J'espère qu'un jour, on utilisera le stade à bon escient, malgré que les fédérations sont à l'intérieur de ça, qui ont maintenant tous des bons bureaux, qui sont maintenant financés. Je ne dis pas allègrement, mais selon les besoins qui sont identifiés. Et il y a quand même des choses qui se sont faites. On a un bassin de 50 mètres, on a des tours de plongeon, J'avais le centre pour le cycliste. Hein. J'avais même financé, ce que peu de gens savent, une patinoire à glace artificielle dans le centre pour pouvoir ouvrir ça, pour rentabiliser ça, au moins que la jeunesse puisse faire du patin libre. Je ne voulais pas de patin pour les athlètes, du patin libre. On a fait ce qu'on en a fait. Pas une critique négative. On en a fait ce qu'on devait en faire parce que c'était sous-utilisé, non rentable de toute façon. On a fait ce qu'on en a fait. J'ai visité avec un peu pincement au cœur, mais je suis quand même obligé d'avouer que ce qu'on en a fait, c'est bien. Quelle vocation vous y verriez aujourd'hui? J'en sais rien. Je vais être franc, je suis tellement déconnecté, et c'est le mot juste. J'ai assisté à plusieurs Jeux du Québec, j'ai surveillé ce qui se passe, mais il faut remarquer que dans le domaine sportif amateur, lisez les journaux, on en parle très peu aujourd'hui. Contrairement à ce qu'on en faisait il y a 30 ans. Quel journaliste, pouvez-vous nommer un journaliste qui est spécialisé aujourd'hui dans le domaine du sport amateur? Alors, non. Il n'y en a pas. C'est aussi simple que ça. Puis il y en avait dans le temps. Hein, j'ai nommé des noms tantôt, puis bon... des gens comme Charles Garneau, qui, de toute façon, on le voit encore à la télévision parce que c'est un spécialiste, un grand spécialiste, un grand bonhomme de toute façon, avec lequel j'ai travaillé face à face dans le temps que j'étais à Radio-Canada. Il y en a pas. Alors moi, je suis un peu déconnecté dans le sens aussi que j'ai aucune idée du budget actuellement qui est alloué au sport et aux loisirs. Aucune idée. Est-ce que vous avez eu des frissons en entrant au stade olympique le jour de l'inauguration des Jeux? Plus que des frissons. J'ai été très ému, je dois avouer. Et avant, j'avais rencontré la princesse Anne dans une salle là, de VIP. Et j'avais jasé avec elle. D'ailleurs, j'étais assis comme ça, puis à un moment donné, je sens qu'il y a quelqu'un derrière moi, puis c'était la princesse Anne, avec qui j'ai discuté. Je parlais beaucoup d'équitation, parce que c'était un sport que ma femme adorait, que j'ai pratiqué aussi par la suite, mais pas en compétition, là, juste pour mon loisir.
Et d'ailleurs, on avait, comme vous savez, à Bromont, un site olympique. D'ailleurs, il y a une compétition internationale qui se tient encore actuellement à Bromont en 2010. C'est un des sites, et heureusement, ça a été choisi, parce que si ça avait été peut-être dans un autre endroit, que je nommerai pas, peut-être qu'on n'aurait pas eu des gens qui auraient eu la volonté de maintenir le site comme il est maintenu. Le site olympique de Bromont est plus beau aujourd'hui qu'il était en 1976. C'est une merveille. Mais d'ailleurs, les fédérations canadiennes puis la Fédération québécoise tiennent leur compétition, tiennent leur réunion de plus en plus. C'est pas surutilisé, mais c'est très bien utilisé. Donc, la pression que vous aviez mise à l'époque pour amener les compétitions équestres là, vous ne le regrettez pas du tout? Au contraire. Ça a été une des bonnes... D'ailleurs, c'est une discussion que j'avais eue avec M. Drapeau dans un avion entre Munich et Kiel en 1972. J'ai été invité par M. Drapeau à l'accompagner parce que je venais d'être nommé adjoint parlementaire, puis bon, il savait que je faisais de la voile, etc. Et les compétitions de voile étaient à Kiel à ce moment-là. Il m'avait invité, il dit, tu venez assister aux compétitions de voile avec moi, puis je t'ai invité sur un bateau par un industriel allemand, etc. Bon. Et pendant le voyage, j'ai discuté avec lui, j'ai dit, il faut décentraliser un peu les Jeux olympiques. Il ne faut pas que ça soit strictement à Montréal. J'avais donné Joliette pour le tir à l'arc, Bromont pour l'équitation. J'ai dit, il y a des sites exceptionnels, puis il y a déjà des gens qui s'occupent de ces disciplines-là. Donc, vous allez trouver tout ce qu'il faut comme appui pour développer les Olympiques. Et d'ailleurs, c'est ce qui est arrivé. Joliette a eu les Olympiques de tir à l'arc. Moi, je suis un ancien professeur de tir à l'arc. J'enseignais le tir à l'arc. C'était un autre domaine, un autre des flèches à mon arc. Là, les Olympiques ont passé et peu de temps après, M. Bourassa déclenche des élections en 1976. Oui. Plusieurs de vos collègues ont été surpris de cette décision-là. Vous, est-ce que ça vous a pris de court aussi? Ça m'a pris de court, j'ai été surpris et j'étais contre. C'est aussi simple que ça. J'avais assez d'expérience politique pour savoir, puis en plus, je connaissais mieux mon comté, je connaissais mieux mes anglophones aussi, pour savoir que, bon, ils n'auraient pas planté des pancartes sur leur perron cette fois-là. Bon, ça, c'était évident. Alors, ceci étant dit, on a manifesté chacun à notre tour nos idées sur l'avenue d'une élection. Et je dois avouer, c'était très négatif. Mais là, quelle sorte de stratégie vous avez utilisée pour ramener les anglophones en particulier? Aucune. Malheureusement, j'ai fait une petite allocution. J'avais invité les anglophones à venir me rencontrer. Ils sont venus par politesse. Je sentais fort bien que c'était peine perdue à ce moment-là. Puis là, pas plus de promesses électorales qu'en 1973? Non, promis de travailler le lendemain. Mais comme il n'y a pas eu de lendemain, c'était votre première défaite électorale. Est-ce que c'est difficile de retomber sur ses pieds? Pas vraiment. Comme je m'y attendais, de toute façon. Malgré que j'avais un petit espoir. Puis d'ailleurs, j'ai été défait par 400 voix. C'est pas beaucoup, là. Ça ne prend pas grand-chose pour changer l'élection. Mais j'ai été défait. Et le lendemain, bon, j'ai dit, ouf, voici, je redeviens père de famille. Je vais vous donner juste un exemple. Éric, mon plus jeune, qui a 40 ans aujourd'hui, avait probablement 5-6 ans lorsque cet événement-là est arrivé. Je suis entré à la maison, mon chauffeur m'a laissé, j'entre à la maison, puis mon fils me dit « Bonjour, monsieur ». Et ça, là, j'oublierai jamais. C'est ça, la politique. Oui. Quelle conclusion vous avez tirée de ces 6 années-là et le fait que c'était fini? Le fait que c'était fini, j'ai dit, je vais faire autre chose. Je ne savais pas quoi. Mais j'ai dit à ma femme Huguette, j'ai dit, et puis aux enfants, d'ailleurs, Paul Junior était assez vieux pour comprendre. J'ai dit, je suis battu, je ne suis plus en politique, je suis à l'aise financièrement. On a une maison de campagne que je loue à Bromont. Si ça vous tente, on vend la propriété à Terrasse-Vaudreuil. Et on déménagera à Bromont éventuellement. Et c'est ce qu'on a fait, parce que je ne voulais pas retourner en politique. J'avais pris ma décision de ne pas faire, pas m'occuper de politique sur le plan organisationnel, mais de me présenter en politique, c'était non.
Mais là, vous dites tantôt que vous ne faisiez aucune promesse électorale. J'imagine quand même que vous avez laissé un certain héritage à vos commettants dans votre soulage. Oui, et d'ailleurs, il y a eu un parc. On aurait voulu donner le nom de Paul Faneuf. J'ai dit, quand je serai mort, vous ferez ce que vous voulez. Mais maintenant, de mon vivant, c'est non. Bon. Il y a même un petit parc que j'ai financé à Saint-Émile de Suffolk. Il n'y a pas grand monde qui sait où c'est. C'est sur l'ancienne route 57 qui est entre Saint-Jovite et Montebello. Puis d'ailleurs, le maire, à l'époque, me dit, M. Roy, il dit, on va nommer le parc Paul Faneuf. Je dis non. C'est non. C'est non. Quand je serai mort, vous ferez ce que vous voulez, mais pas de mon vivant. Il n'y en a pas question. Mais j'ai laissé quand même beaucoup de choses, c'est sûr. J'en ai financé. Si je regarde le nombre d'arénas qu'on a financés, je regarde tous les trucs, les équipements sportifs qui ont été financés. J'ai inauguré, d'ailleurs, mon fils qui a fait sa maîtrise à l'Université de Montréal. Il dit, j'ai vu une plaque, il dit, ton nom est dessus. Ben oui, j'ai inauguré parce que j'ai aidé au financement au niveau universitaire, puis etc. Vous avez continué à militer, mais dans l'organisation, vous êtes même présenté à la présidence du Parti libéral avant le congrès à chefferie, là, pour succéder à M. Bourassa. Non, ça, c'est... il y a eu un congrès à chefferie par la suite. Moi, j'étais pro-Garneau. J'aurais voulu que Raymond Garneau prenne la chefferie. J'avais une confiance. Il était jeune, il était intelligent, il était structuré sur le plan finance. Je pense que c'était excessivement important comme premier ministre. D'ailleurs, Robert Bourassa aussi avait cette qualité-là. Et je voulais me présenter à la présidence pour pouvoir aider Raymond Garneau éventuellement à la chefferie. C'est aussi simple que ça, je le dis honnêtement, mais il y avait des gens qui avaient d'autres vues. Et d'ailleurs, les résultats qu'on connaît aujourd'hui m'ont bien démontré par la suite que les gens avaient d'autres vues. Et bon, j'ai compris. Et d'ailleurs, j'avais reçu un téléphone me demandant de la part d'un ancien ministre de me désister. Il dit, Paul, tu vas te faire battre. Et je le sais. Mais quand je commence quelque chose, je le finis. Et ça a été votre dernier fait d'armes en politique? Oh, j'ai fait du porte-à-porte avec Pierre Paradis, j'ai fait du porte-à-porte avec Mme Bertrand, pour laquelle j'avais beaucoup d'admiration. J'ai même fait un discours pour elle, pour le Parti conservateur. Ça ne change pas mes allégeances, mais je regarde les individus, je juge les individus. Si quelqu'un a une qualité que je reconnais, je suis prêt à l'appuyer parce que c'est quelqu'un de qualité. Et Pierre Paradis est un bel exemple de ça, tant qu'à moi. Bon. Mais au plan municipal, vous êtes revenu quand même. Oui, ça, la demande de Bellefleur, Pierre Bellefleur, qui est un ami, et qui m'a dit, Paul, tu as beaucoup d'expérience, etc. La ville, c'est assez difficile. Ils ont été en tutelle pendant un certain temps, les taxes avaient augmenté, etc. Il dit, j'aimerais ça que tu viennes me donner un coup de bain. Bon, j'ai réfléchi, j'en ai parlé à Huguette, et puis j'ai dit oui. J'ai été élu par l'acclamation, et j'ai été 4 ans conseiller municipal à la ville de Bromont, et je me suis représenté par la suite, et là, j'ai eu une élection que j'ai gagnée. Et après 8 ans, j'ai décidé de ne pas me représenter parce que je voulais prendre ma retraite, ce que j'ai fait. J'ai dit, moi, je ne prendrai pas ma retraite pour être conseiller municipal, passer des vacances en Floride, ça n'a pas d'allure. Ah, c'est la raison, tout simple. Dans votre carrière politique à Québec, vous avez été 6 ans et demi consacré au sport et loisirs. Avez-vous l'impression d'y avoir laissé votre empreinte, votre marque? Je pense que oui. Les gens, d'ailleurs, me l'ont dit par la suite. J'ai eu beaucoup de témoignages qui m'ont fait beaucoup de bien, soit dit en passant. Et d'ailleurs, j'ai assisté à des Jeux du Québec, au 15e Jeu du Québec, où on m'a remis une plaque souvenir pour le fait que j'avais été le premier président, puis que j'avais assisté, bon, etc., etc. Alors, toutes ces plaques-là, d'ailleurs, on peut les retrouver dans les archives. J'ai tout donné, ces trucs-là. Alors oui, j'ai assisté aux Jeux du Québec à Sherbrooke, j'ai assisté parce que j'étais encore motivé. Aujourd'hui, je pense qu'en vieillissant, je deviens trop émotif. Je vais m'abstenir. Puis sérieusement, hein, en vieillissant, il n'y a rien de pire que de vieillir parce qu'on devient émotif. On devient sensible à tellement de choses en vieillissant. Et là, votre sensibilité, vous la mettez sur toile. Vous faites de la peinture. Ouais, je peins. Je peins pour faire plaisir à mes amis. Je dis toujours, je n'expose pas, je ne vends pas. J'installe mes tableaux dans l'appartement en Floride ou chez moi à Bromont. Et si un copain rentre et me dit « Ah, Paul, cette toile-là, je l'aime », je lui donne, tout simplement. J'en ai donné une encore récemment à une amie avec laquelle on était sur un même lac il y a 35 ans.
Et on est toujours demeuré habits. Elle est venue à la maison cette semaine, puis elle a dit, « Ah, Paul, j'aimerais ça, avoir une toile de toi. » Mais je t'en ai donné une. Elle a dit, « Oui, mais c'est des moutons. » Elle dit, « Ça, là, c'est très différent. » Alors, parfait, je lui ai donné. C'est aussi simple que ça. Il y a un peintre qui s'appelle Desmarais qui fait des toiles de moutons, qui m'a inspiré. Et j'ai fait pour les enfants beaucoup de toiles de moutons. Et j'ai fait des toiles récemment pour ma petite fille, Corinne. Et j'ai fait 3 toiles pour elle, avec une dédicace à l'arrière que j'ai fait encadrer, et tout ça. Alors, ça, c'est un cadeau que je lui fais, entre autres. C'est un beau loisir. C'est un superbe loisir. Et c'est passionnant. Quand tu peins, tu es captif. Alors, je peins toujours enfermé, ce qui est bizarre. Et en Floride, j'ai fait plusieurs scènes d'hiver. La plupart de mes scènes, ce sont des scènes d'hiver. Il y en a plusieurs qui disent, tu t'ennuies l'hiver. Du tout. Ça n'a rien à voir. C'est parce que j'aime beaucoup les paysages de Baie-Saint-Paul, de Charlevoix, etc. Et quand je peux avoir une carte postale, quand je peux avoir une carte de Noël qui m'inspire, ben, je m'en inspire tout simplement et je fais une toile. Merci beaucoup, M. Faneuf. Et moi qui vous remercie.